La justice kenyane a levé pour 7 jours vendredi la censure du film Kenya Rafiki. Cette production cinématographique était jusqu'alors interdite dans le pays au motif qu'il traite de l'amour entre deux femmes. En Ouganda, les médias et les ONG craignent une recrudescence de la répression et des tracasseries autour de leurs activités suite au discours à la nation du président Yoweri Museveni. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa a présenté ce vendredi une série de mesures pour relancer l'économie de son pays en récession. Ces mesures concernent notamment un assouplissement des règles d'obtention des visas. Cette levée de censure permettra à la réalisatrice du long métrage de briguer une nomination pour les Oscars. Wanuri Kayou et l'ONG Creative Economy Working Group ont saisi la haute cour de Nairobi qui a toutefois précisé que le film ne pourra être vu que par des adultes consentants. Le film ne peut être diffusé au Kenya parce que s'il l'était, il enfreindrait la loi et je pourrais être emprisonné pour ça. Donc, on a décidé de ne pas montrer le film tant que l'interdiction n'est pas levée. On attend que la présence de la femme africaine soit complètement reconnue à Cannes. On pense que c'est tellement le moment de rendre hommage aux jeunes femmes africaines. Donc, on croit vraiment, on se sent ici pour représenter la présence des femmes africaines dans la mode, dans la musique, dans le cinéma, en tant qu'actrice, réalisatrice, écrivaine. Il est temps de célébrer ce moment et d'ailleurs, nous sommes venus avec beaucoup de jeunes femmes africaines et on est vraiment très excités d'être tous ici pour célébrer le film. Toujours sous le coup des lois datant du colonialisme britannique, l'homosexualité reste illégale au Kenya. Et la commission kenyane de la censure avait interdit le film en raison de son thème homosexuel et de son but évident de promouvoir le lesbianisme au Kenya, ce qui est illégal et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kenyan. Or, les critères de sélection pour les Oscars... Des pneus brûlent dans les rues de Kampala suite à l'arrestation de Bobi Wine, pop star charismatique et inattendue figure de l'opposition. C'était le 14 août dernier. Les vidéos de violences policières et la répression qui s'ensuivent deviennent virales. Les Ougandais osent montrer leur mécontentement. Le président Museveni menace. Parfois, nos jeunes participent à des projets criminels parce qu'ils veulent de l'argent. Ils n'aiment pas faire ça. J'ai cette information de source sûre. Nous ne devrions pas permettre que les médias tendancieux et mensongers, locaux ou étrangers, détournent l'attention d'un de nos citoyens. Suite à ce discours, les autorités prennent prétexte d'un caillassage du cortège présidentiel pour arrêter des partisans de l'opposition. Les ONG sont aussi ciblées. L'année dernière, des bureaux de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont été perquisitionnés et leur matériel confisqué. Les commentaires du président sont une indication, à la fois une indication et une recrudescence de la répression qui s'est accumulée avec le temps, mais surtout de la criminalisation de la pensée alternative. Au cours des 2 derniers mois, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a compté 23 cas d'arrestation et d'attaque de journalistes. Le président a tout à fait le droit de se plaindre et d'appeler à l'équilibre dans les médias. Mais nous devons être très prudents, car étant donné sa position, il y a un risque que les représentants du gouvernement, les soldats et la police, s'en inspirent et continuent leurs hostilités contre les médias, car ils pensent qu'ils sont à l'origine du problème, sans jamais remettre en cause leurs propres actions. Pour le président Museveni, ce sont des fonds étrangers qui financent ses opposants politiques. Des soupçons qui risquent de mener le pays dans une spirale de violence, car l'opposition se fait de plus en plus entendre malgré les pressions. C'est dans le but de donner son point de vue sur les grandes questions d'actualité nationale, notamment la présidentielle du 7 octobre prochain dans les zones dites anglophones et les stratégies à mettre sur pied par le Social Democratic Front pour se déployer sur le terrain, que je sois aussi à organiser une conférence de presse dans son quartier général, 6 à Douala 1er, lieu dit Bonadibon.
Ce moment d'échange plutôt convivial a été l'occasion pour les hommes des médias qui ont répondu en grand nombre à l'invitation du SDF de questionner le candidat Joshua aussi sur plusieurs sujets d'actualité. Sur la question de la délocalisation des bureaux de vote dans les zones dites anglophones, le candidat du SDF est clair. Nous demandons à M. Biya, il a encore un jour avant le début de la campagne, de mettre fin à cette tactique qu'il est en train de mettre sur place dans le nord-ouest et le sud-ouest pour marginaliser encore plus un peuple déjà meurtri aujourd'hui par un conflit insensé. S'agissant de la situation spécifique de ces deux zones, Joshua aussi est ferme. Et si il insiste dans ce plan diabolique, il nous trouvera sur son chemin. Pour les solutions de sortie des crises dites anglophones, il fait une promesse. Président de la République, je me donne 30 jours pour faire taire les armes. Ok, donc 30 jours pour faire taire les armes, 100 jours pour faire désescaler, si on veut, la crise. Parlant de 15 millions de francs CFA d'avance de financement de la campagne, boycotté par d'autres candidats, Joshua aussi donne son point de vue. Absolument rien de nouveau. Je suis surpris de voir que certains ont un problème avec les montants parce que ce montant, à ma connaissance, a même été augmenté pour l'élection de 2018 par rapport à l'élection de 2011. Sur les possibilités d'une coalition avec les autres candidats dans le but d'aboutir à une candidature unique et consensuelle de l'opposition, le député candidat répond. Ce n'est pas obligatoire que quand deux candidats se mettent ensemble, ils ont forcément plus de résultats. Mais non, j'aimerais aussi dire que le travail de mettre les candidats ensemble se passe avant le dépôt des candidatures et pas après. Le plan de stimulation et de relance de l'économie dévoilé ce vendredi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa vise à restaurer la confiance des investisseurs, éviter de nouvelles suppressions de postes et créer de nouveaux emplois. Selon le chef de l'État, ce plan ne se traduira pas par une augmentation des dépenses publiques, mais une révision des priorités du budget actuel qui porte sur environ 3,5 milliards de dollars. Pour encourager le tourisme et faciliter les affaires, Cyril Ramaphosa veut assouplir les régulations pour les mineurs et les visas de personnes hautement qualifiées et réviser la liste des pays soumis à l'obtention d'un visa pour entrer en Afrique du Sud. Il a également promis une série de mesures de soutien aux agriculteurs noirs et la mise en place d'un fonds pour la création et le soutien aux entreprises dans les townships et les zones rurales. Le président a enfin annoncé la création d'un fonds pour les infrastructures d'un montant de plus de 28 milliards de dollars qui reste à financer notamment avec l'appui de partenaires privés. Ce fonds doit permettre de construire des routes, des barrages ou encore des écoles. Autant de projets qui auront le potentiel de créer de l'emploi à grande échelle. La République du Cameroun marque un tournant dans l'histoire des conseils des chargeurs africains avec l'installation dans la ville de Douala, siège de l'UCCA, du nouveau secrétaire général de l'Union. Il s'agit du Gabonais Giscard Lilian Ongula qui remplace le Nigérian Adamou Saleh Abdourahmane au poste de secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains. Une première pour l'Afrique centrale. C'est un sentiment de totale fierté, d'autant plus que c'est la première fois qu'un ressortissant de notre sous-région, notamment l'Afrique centrale, soit installé au poste de secrétaire général. D'autant plus que c'est un ressortissant gabonais. Donc c'est un sentiment de totale fierté de voir le Gabon occuper une prestigieuse fonction. Cadre du Conseil gabonais des chargeurs, Giscard Lilian Ongula a été secrétaire permanent du comité consultatif, chef de service de relations avec les administrations, chef de service formation-études, directeur adjoint à l'assistance des chargeurs négociations et félicitations. Avec cette nouvelle responsabilité, il devrait se servir de tous ses atouts pour répondre durant ces 4 années de mandature aux nouveaux défis qui se posent à sa fonction. Je mesure donc toutes les attentes et les défis qui pèsent et qui devront être pris par le secrétariat général. Pour le directeur du Conseil national des chargeurs du Cameroun, beaucoup de défis attendent le nouveau secrétaire général.
faut pas oublier que l'accord sur la facilitation à l'échelle mondiale a été signé à Bali, en Indonésie, il y a quelques années. Et les principes exigés sont de plus en plus la dématérialisation, la simplification des procédures, et ces missions sont dévolues au Conseil des chargeurs. Pour rappel, l'Union des conseils des chargeurs africains est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est constitué de 18 pays membres. Il y a plus de 50 années en arrière, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, avait accompli ce geste. Et il avait appelé cet endroit la forêt du Diglo. Plusieurs années après sa disparition, le gouverneur de la ville de Yamoussoukro et la pharmacienne Bouboutou Linda Claude Caboret tentent de donner à cette forêt un second souffle. Que le 18 octobre, désormais, soit érigé en Houphouët-Boigny Day. Il existe un Nelson Mandela Day, un Martin Luther King Day. Pourquoi pas un Houphouët-Boigny Day, qui serait le 18 octobre? Et cette décision pourrait être prise par décret présidentiel et instaurée en Côte d'Ivoire. Dans la continuité des actions de préservation de l'environnement menées par le district autonome de Yamoussoukro, le Lions Club Abidjan Océan et Yamoussoukro Bélier viennent de planter sur 2 hectares 2000 plantes de Mélina, un arbre à croissance rapide, naturellement présent en Birmanie, en Thaïlande et au Laos. D'abord, c'est un arbre à croissance rapide et robuste. On est un peu dans l'urgence, on va les voir émerger très rapidement. Mais il a aussi des propriétés, il soigne. C'est une fierté pour moi en tant que pharmacienne, en tant que lion, d'avoir été associée à ce projet de reboisement aux côtés du gouverneur du district de Yamoussoukro. Et une autre valeur s'ajoute aux richesses de cette forêt qui suscite beaucoup de convoitises depuis la mort de Houphouët-Boigny en 1993. Aujourd'hui, le district autonome Yamoussoukro et quelques clubs services comme le Lions Club s'engagent dans cette noble cause. Pérenniser les acquis du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny afin de permettre aux générations futures d'en tirer profit. Des centaines d'ouvriers avaient été arrêtés au lendemain d'une manifestation sur le site du nouvel aéroport, l'un des projets gigantesques lancés sous la houlette du président Recep Tayyip Erdogan. La majeure partie d'entre eux ont été libérés depuis, mais 43 ont été présentés à un juge. Parmi eux, 24 ont été écroués et 19 placés en liberté sous contrôle judiciaire. Une arrestation jugée arbitraire par certains. Ces 24 détentions provisoires signifient une forme d'intimidation aux travailleurs qui cherchent à faire valoir leurs droits, qui dénoncent des conditions de travail illégales ou qui exercent leur droit à la grève, ce qui est pourtant inscrit dans le Code du travail. C'est le ministre du Travail qui aurait dû se déplacer sur le site du 3e aéroport. À sa place, ce sont les véhicules d'intervention, les blindés et les gendarmes qui ont mené un siège là-bas. Ils ont défoncé les portes des logements des ouvriers. On les a traités en criminels et emmenés en garde à vue. Les 24 militants sont poursuivis pour résistance à la police, atteinte aux biens publics et violation de la loi sur le rassemblement public. De nombreux ouvriers logés sur place se plaignent de leurs conditions de vie, dénonçant notamment la présence de puces et de punaises de lit, mais aussi de leurs conditions de travail avec de nombreux incidents mortels sur le chantier et des retards dans le paiement de leur salaire. En tout, 36 000 personnes sont mobilisées sur ce chantier alors que l'aéroport doit ouvrir le 29 octobre.